La centrale hydroélectrique de Champagne a les mêmes mesures de la chapelle Sixtine. De cette symétrie, elle prend son appellation de cathédrale de la lumière. Depuis 1921, on y produit de l'énergie électrique. Le valli alpine stanno diventando, specie con lo sviluppo delle industrie idroelettriche, delle colossali riserve di ricchezza. Questa ricchezza non deve essere la ricchezza di altri, ma la ricchezza degli uomini dell'Alpe. Le valli non devono ridursi al rango di una colonia di sfruttamento, ma devono sfruttare loro stesse e i loro beni. Émile Chanoux. La maggior ricchezza della valle è oggi costituita dalle sue acque, cioè dal suo potenziale idroelettrico. Federico Chabot. Ces mots ont plus de 60 ans. Ce sont les écrits de deux protagonistes de l'antifascisme et de la lutte pour l'autonomie de la vallée d'Ost. 1944. On assiste au dernier soubresaut du fascisme. Et en attendant sa fin, on discute de la forme de gouvernement que devra se donner la vallée d'Ost. Comme nous venons de le voir, les pensées d'Émile Chanoux et de Federico Chabot ont deux points communs. Ils sont unis, entre autres, par l'idée que le bilinguisme est un élément fondamental de l'identité régionale. Ils réclament le droit d'utiliser le français dans tous les actes publics et aussi dans la presse locale. Mais il y a un point où leurs routes divergent. Émile Chanoux théorise un gouvernement républicain fédéral à base cantonale et régionale sur le modèle suisse, alors que Federico Chabot imagine plutôt une autonomie régionale, surtout administrative, à l'intérieur de l'État italien. Ce n'est pas une petite différence. 19 décembre 1943. Dans la déclaration de Chivasso faite par les représentants des populations alpines, la pensée de Chanoux apparaît clairement. La libertà di lingua, come quella di culto, è condizione essenziale per la salvaguardia della personalità umana. Il federalismo è il quadro più adatto a fornire le garanzie di questo diritto individuale e rappresenta la soluzione al problema delle piccole nazionalità e la liquidazione definitiva del fenomeno storico degli irredentismi, garantendo nel futuro assetto europeo l'avvento di una pace stabile e duratura. 18 mai 1944. Émile Chanoux est arrêté par les fascistes. Il est interrogé et torturé dans le but d'obtenir des informations sur la résistance valdôtaine. Le soir même, en prison, il rencontre sa femme. Moi, je n'ai pas parlé. Vous ne dites rien. Au cours de la nuit, il meurt pour cause de nombreuses blessures qui lui ont été infligées. Il a 38 ans. Les fascistes soutiendront qu'il s'est pendu en prison. Dans le rapport envoyé au ministre de l'Intérieur de la République de Salò, on déclare que delle informazioni confidenziali parvenues à la préfecture ont permis son arrestation. Encore aujourd'hui, l'identité de la personne qui a trahi Chanoux reste un mystère. Ce qui est sûr, c'est qu'avec sa mort, la résistance valdôtaine perd un chef capable de lui assurer une certaine unité d'orientation. En même temps s'affirme un courant qui veut l'annexion de la vallée d'Ost à la France. 1945, les philo-annexionnistes réunis dans le comité valdôtain de libération recueillent plus de 16 000 signatures en faveur d'un plébiscite qui puisse permettre aux Valdôtains
de s'exprimer en faveur de l'annexion à la France ou pour la permanence de la vallée d'Aoste à l'intérieur de l'État italien. Ces signaux induisent le gouvernement de Rome à affronter la question valdôtaine. Et assez vite, il est clair pour tous que les positions modérées de Federico Chabot font de lui le référent naturel dans les pourparlers avec l'État. 7 septembre 1945, Humbert de Savoie, lieutenant général du Royaume d'Italie, signe de décret. La Valle d'Aosta, in considerazione delle sue condizioni linguistiche, economiche e geografiche del tutto particolari, è costituita in circoscrizione autonoma con capoluogo Aosta. Les deux décrets signés par le lieutenant affirment pour la première fois les particularités de la région, mais concèdent seulement une autonomie administrative et éloignent toute perspective de fédéralisme. Le mécontentement diffus entraîne parmi ses conséquences la formation d'un nouveau mouvement politique. 13 septembre 1945, naissance de l'Union valdôtaine, laquelle a pour but de défendre et promouvoir les intérêts de la vallée d'Aoste et des Valdôtains. À l'Union valdôtaine peuvent adhérer toutes les personnes sans distinction d'idées politiques, mais qui donnent l'assurance d'être dévouées et fidèles à la cause valdôtaine dans les champs intellectuels, économiques, agricoles et sociaux. Parmi les fondateurs, on compte aussi Severino Caveri, qui sera président de l'Union valdôtaine entre 1946 et 1973. En attendant, le débat politique assume des tons de plus en plus exacerbés. 9 février 1946, la Gazzetta d'Italia publie un article de l'ancien président du Conseil des ministres, Francesco Saverio Nitti, fortement critique aux égards de l'autonomie à la Valle d'Aoste. Il la définit un'assurda concessione, di cui nessun esempio poteva essere peggiore e nessuno più anticostituzionale. En toute réponse, l'Union valdôtaine adresse un appel à l'ONU pour qu'on envoie en Vallée d'Aoste une commission internationale qui mène une enquête sur la question valdôtaine et en faveur d'une garantie internationale des droits des Valdôtains en tant que minorité. Au nom des Valdôtains, nous vous prions de prendre note que la Vallée d'Aoste demande son indépendance ou au moins son autonomie complète garantie par les Nations Unies. Veuillez faire enquête sur la volonté sincère des Valdôtains. Nous comptons sur l'ONU pour avoir protection et sauvegarde de nos droits en tant que minorité allogène sans aide de personne. Quelques semaines plus tard, on assiste à des violentes manifestations de place en faveur du plébiscite et des garanties internationales. Un groupe de manifestants entre dans le bureau de Federico Chabot, président du Conseil de la Vallée. Chabot est contraire à la garantie internationale. Poussé avec des gifles et des coups, il est mené de force sur le balcon pour qu'il parle à la foule. Federico Chabot quitte la scène politique le 17 octobre de la même année, après le référendum qui voit s'imposer la République sur la monarchie. La version officielle affiche des problèmes de santé, mais probablement sa décision a été déterminée par la conviction d'avoir définitivement éloigné le danger séparatiste. Le nouveau président du Conseil de la Vallée est Severino Caveri. Sa pensée est claire. Les Valdôtains forment une minorité ethnique et linguistique, un petit peuple intramontain qui a été forgé par la configuration géographique de son pays et par son histoire. Pour le nouveau gouvernement régional, Caveri fixe 4 objectifs. Le régime cantonal, la propriété des eaux, la zone franche totale et permanente et la garantie internationale. 26 février 1948, Enrico De Nicola, président de la République, promulgue le statut spécial pour la Vallée d'Aoste. La région Vallée d'Aoste est constituée région autonome, douée de personnalité juridique et de pouvoirs législatifs au sein de l'unité politique de la République italienne. La langue française est mise sur le même plan que la langue italienne. Le territoire régional tout entier est placé au-delà des limites douanières et constitue une zone franche. Les eaux utilisées pour la production d'énergie hydroélectrique sont concédées en concession gratuite à la région pendant 99 ans, mais à condition que l'État ne veuille pas en faire l'objet d'un plan hydroélectrique d'intérêt national.
Le Conseil de la Vallée se réunit pour discuter du statut d'autonomie. Il vote à l'unanimità un ordine du jour qui reconnaît che lo Statuto rappresenta uno sviluppo dell'ordinamento autonomo concesso dal decreto legislativo luogotenenziale. Pourtant, il déplore che le rivendicazioni del popolo valdostano non siano state accolte in modo soddisfacente. Fino a quando non ci sarà autonomia finanziaria, non ci sarà una vera e propria autonomia degna di tale nome. Le premier président de la région devenue autonome est Severino Caveri. L'œuvre de reconstruction de la vallée commence. La vallée d'Ost est gouvernée par l'Union valdôtaine et la démocratie chrétienne, mais leurs points de vue en matière d'autonomie et de statut sont divergents. L'autonomie financière de la région dépend d'une contribution financière de l'État, qui est l'objet d'une négociation annuelle. Les financements nécessaires à la région arrivent seulement si la politique valdôtaine est en ligne avec le gouvernement de Rome. On inaugure ainsi la soi-disant politica dei rubinetti. À niveau national, la démocratie chrétienne s'inquiète du consensus que le Parti communiste recueille dans la vallée. Elle craint un affaiblissement de l'unité nationale provoqué par l'Union valdôtaine et voit dans l'institution de la région une voie d'accès au pouvoir pour les partis de la gauche. Ainsi, le robinet est fermé. Heureusement qu'il existe un public mondain qui aime jouer à la roulette et au chemin de fer. 29 mars 1947, le Casino de la Vallée commence son activité. Au cours de l'année 1952, on enregistre plus de 160 000 entrées. Pendant les années 60 et 70, la croissance sera tellement forte qu'elle placera le casino à la première place en Europe parmi les maisons de jeu. Mais pour quelle raison la région doit remercier les habitués du casino? Parce qu'une partie de ces recettes sont destinées aux caisses de la région. Cet argent représente, lors des moments de difficultés économiques, alors que les robinets sont fermés, une importante source d'autonomie financière. Les tensions de plus en plus fortes entre l'Union valdôtaine et la démocratie chrétienne mènent à une crise de l'Alliance. 14 novembre 1954, élection du Conseil régional. La démocratie chrétienne obtient le 40% des voix. La gauche obtient le 30% des voix et l'Union valdôtaine le 29% des voix. Les sièges sont ainsi subdivisés. 25 à la démocratie chrétienne, 9 à la gauche et 1 à l'Union valdôtaine. Un seul siège à l'Union valdôtaine. Mais n'avait-elle pas le 29% des voix? Ce sont là les distorsions d'un système électoral de type majoritaire, qui a été approuvé 2 mois auparavant par le Sénat italien et qui deviendra proportionnel seulement en 1963. Ainsi, en 1954, la démocratie chrétienne avec Vittorino Bondaz peut gouverner la vallée d'Ost sans l'Union valdôtaine. Le robinet s'ouvre. De Rome arrive l'argent pour l'achèvement des œuvres de reconstruction. On goudronne les routes qui mènent aux principales vallées latérales et on inaugure aussi les chantiers pour les grandes œuvres. La digue de Place Moulin et de Val-Grisange, le tunnel du Mont Blanc et l'autoroute Turin-Aoste. Juillet 1956, achèvement du téléphérique le plus hardi au monde. 5 kilomètres de câbles suspendus au-dessus des glaciers du Mont Blanc relient la pointe Heilbronner à l'aiguille du Midi, en réalisant ainsi un système de téléphérique complet entre Chamonix et Courmayeur. La vallée d'Ost s'ouvre sur les grands axes de circulation. Son isolement s'interrompt. En peu d'années, 2 nouveaux tunnels alpins entrent en fonction. Le Grand Saint-Bernard en 1964
et le tunnel du Mont Blanc en 1965. Deux années plus tard, on ouvre également le tronçon autoroutier Quincinetto-Verres. La vallée d'Aoste devient un axe privilégié pour le trafic international. Il s'agit d'une transformation génétique. De cellules alpines qu'elle était, elle devient un territoire de passage à caractère européen. La construction de toutes ces infrastructures nécessite de la main-d'œuvre. À partir de la seconde moitié des années 50, on assiste à une vague migratoire imposante qui transforme le tissu social valdotin. Bien que l'intégration ne soit pas toujours facile, on assiste ici au phénomène de valdotinisation de l'immigré. On constate un pourcentage élevé de mariages mixtes, voire d'immigrés qui apprennent le patois. 1961 compte environ 40 000 immigrés venus d'autres régions d'Italie. Les plus nombreux arrivent de Vénétie, plus de 18 000, suivis par les Calabrais, environ 16 000. Une augmentation si massive de la force de travail induit un renforcement des structures syndicales. Cependant, on constate que les syndicats nationaux ne sont en aucun cas sensibles au particularisme de la région, délaissant les travailleurs des campagnes et ceux des montagnes pour se disputer la préférence des ouvriers. 1er mai 1952, fondation du SAVT, syndicat autonome valdotin des travailleurs. Au premier congrès du syndicat, Albert Defeil cite Chanon. Les vallées ont l'avantage de former des zones où les ouvriers et les paysans sont en partie fusionnés. Elles peuvent fournir le terme moyen qui reliera ces deux classes de base, les deux classes essentielles dans la vie d'un peuple, les ouvriers et les paysans. Mais, et c'est un fait, la forte culture rurale des Valdotins n'est de guère leur transformation en ouvriers. Ils restent à mi-chemin, soit des ouvriers paysans. Mais où travaillent les ouvriers? La plupart d'entre eux travaillent dans ce qui est un des symboles de l'industrialisation de la vallée, la cogne. Depuis 1917, l'aciérie se trouve au sein de la ville d'Aoste. Dans les périodes les plus florissantes, c'est une industrie qui a donné du travail directement et indirectement à 10 000 personnes, soit plus de 10% de la population. Quali pensi che siano le tue possibilità di lavoro? Pensi di andare a lavorare da qualche parte? Dove? Abbiamo molte probabilità di entrare in un grande complesso come la Cogne, l'Olivetti e la FIA. A me piacerebbe fare l'amminatore alla Cogne. Io vorrei essere assunto in un ufficio vendite presso un grande stabilimento come l'Olivetti o la Fiat o magari la Cogne. La Cogne a un cycle intégral de sidérurgie, mine au four aciérie. Dans les mines, à une altitude de 2400 mètres, on extrait la magnétite. Sa pureté en fait un des meilleurs minéraux en Europe, en concurrence avec les meilleurs minéraux de fer suédois. La Cogne è una società per azioni à participation nationale. À partir des années 30, la présence de l'État italien parmi les actionnaires avec l'IRI entraîne la Cogne, comme la plus grande partie des entreprises publiques, à mener un rôle politique, social et économique distinct par rapport au simple rôle de l'entreprise et de la libre concurrence. En même temps, elle est utilisée au niveau national comme contre-pouvoir au gouvernement régional et communal, et surtout pendant les années de grands conflits avec les partis de la gauche. Cependant, le processus de désindustrialisation est déjà en œuvre. Pourquoi? Parce que la Cogne a du retard. À partir des années 50, les principales industries sidérurgiques européennes ont amorcé des processus de modernisation. De plus, le coût élevé de la matière première détermine pour le produit fini un prix supérieur de 25% par rapport à la moyenne. Le nombre des ouvriers continue à diminuer. 1979. Étant donné son faible rendement, la mine de Cogne est fermée. 1981. On déclare l'état de crise du secteur sidérurgique au plan national. L'établissement d'Aoste, au cours d'une décennie, passe de 5 000 employés à 1 000. Cette situation dure jusqu'en 1993,
où une entreprise suisse, la Marzorati, relève la cogne et se spécialise dans la production d'acier de qualité. Mais retournons aux vicissitudes politiques. 1959, élection régionale. Les contrastes entre l'Union valdôtaine et la démocratie chrétienne ont donné naissance à une liste pour la vallée d'Aoste, qui a comme symbole un lion rampant. Elle regroupe l'Union valdôtaine, le Parti communiste et le Parti socialiste, et s'oppose à celle de Concentrazione Democratica, de la démocratie chrétienne et de ses alliés. Un mois avant les élections, l'évêque d'Aoste, Monseigneur Blanchet, rappelle aux fidèles che non è lecito ai cattolici dare il voto a quei partiti quali, quantunque non professino principi in contrasto con la dottrina cattolica o addirittura si attribuiscano la qualifica di cristiani, tuttavia di fatto si uniscono ai comunisti e con la loro azione li favoriscono. La plupart des unionistes sont catholiques, donc cette prise de position est bien dirigée. Malgré l'intervention de l'évêque, l'Alliance du Lion gagne les élections et gouverne la région. L'œuvre de modernisation continue. 1959, l'aéroport régional est inauguré. La construction de routes, tunnels, digues commence à soulever la question du progrès et de son rapport avec l'environnement et avec une économie à base d'agriculture et d'élevage. Comment concilier alors tradition et renouveau? 1960, une loi régionale portant disposition en matière d'urbanisme et du tutelle du paysage est approuvée. La loi prévoit l'obligation d'une autorisation préalable pour effectuer tous travaux immobiliers et déclare l'ensemble du territoire régional bellezza naturale di pubblico interesse e di particolare importanza turistica. La loi est rejetée par la Cour constitutionnelle et n'entrera donc jamais en vigueur. Mais elle nous parle de la prise de conscience de la valeur extraordinaire du territoire régional et anticipe dans son effort de planification à long terme la loi sur les planifications nationales des années 80. Le paysage peut devenir une source de richesse. Et c'est la raison pour laquelle on essaye d'encourager le tourisme. On mise sur le développement des thermes de Saint-Vincent et de Pré-Saint-Didier, ainsi que sur le développement des refuges alpins. On concède des prêts pour les secteurs de l'hôtellerie ainsi que pour les remontées mécaniques. Cet essor mène à une croissance du secteur immobilier financé par des capitaux externes, particulièrement dans les localités de Breuil-Cervinia, Pila et Courmayeur. En même temps, le nouveau gouvernement régional cherche à conjurer l'abandon de la montagne. Il inaugure une nouvelle activité de construction scolaire qui vise à ramener l'école primaire en montagne. Il finance la construction de routes et assure des contributions pour l'habitation et pour l'étude. En 1960, en exécution des compétences statutaires, naît l'Institut professionnel régional. 1961, le Collège d'études fédéralistes est fondé. Les projets autonomistes ne sont guère vus de façon positive par le gouvernement national. En particulier, le transfert à la région des biens domaniaux ne se réalise pas. Contrairement à ce qui est prévu par le statut spécial en raison de la particularité de l'école valdôtaine, on ne procède pas à l'institution d'un ordre spécial pour les enseignants. On n'adopte pas un régime adéquat de répartition fiscale. On ne reconnaît pas les droits régionaux sur les eaux publiques, en vertu d'une loi qui nationalise la production d'énergie électrique. Et plus encore, le Parlement n'approuve pas le projet de loi pour la réalisation de la zone franche. Un fil de fer peut-il être le symbole d'une crise politique? On assiste au niveau national à la naissance du premier gouvernement de centre-gauche. Il est soutenu entre autres par les socialistes et présidé par Aldo Moro. Cela aura des répercussions sur le Conseil régional. 1966, la coalition qui gouverne